a déjà traité le sujet une fois, non? Non. Jamais? Non. Quoi? Ah bon. Je croyais qu'on avait traité le sujet déjà. Alors ce soir, on va s'attaquer à un problème majeur, qui est la question de la culpabilité et de savoir si l'on peut s'en libérer. On essaiera d'aborder aussi au fur et à mesure est-ce qu'il faut s'en libérer. Évidemment, la réflexion elle va se centrer sur ce qu'on appelle le sentiment de culpabilité. Et pour caler les choses, je vais commencer par ce qui n'est pas le sentiment de culpabilité, mais la question objective. Parce que le sentiment de culpabilité, on va voir, il est très variable d'une personne à l'autre, il est très variable d'une culture à l'autre. Par contre, ce qui est universel, c'est la structure de l'acte humain. Donc je vais d'abord rapidement essayer de voir avec vous où est-ce que, objectivement, peut se situer la question humaine de la culpabilité, que je vais distinguer du sentiment qui l'accompagne. Et on va voir que le sentiment est une problématique beaucoup plus vaste et beaucoup plus grave, à mon avis, que la culpabilité objective. Alors, c'est assez simple, l'analyse de l'acte humain dont on parle, c'est au fond de la question de savoir est-ce que l'homme se reconnaît comme le sujet de ses actes. C'est une vieille question. Et presque toutes les cultures considèrent que finalement, on le voit, parce que dans toutes les cultures, on rend la justice. Et on admet à peu près partout ce que développe Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un acte est volontaire, accompagné d'un minimum de lucidité, il est considéré comme pouvant être rapporté au sujet qu'il pose. Ça veut dire que si vous agissez en état d'hypnose, si vous agissez en état de somnambulisme, si vous agissez sous une contrainte qui annule votre volonté, c'est possible. Voilà. Ensuite, si la perte de conscience de vos actes est due à votre responsabilité, par l'alcool, le cannabis ou autre substance qui vous a fait perdre conscience, vous n'êtes peut-être pas responsable des actes, mais vous êtes responsable de vous être laissé dériver vers un état de non-conscience. Si on estime que vous vous êtes délibérément mis sous la volonté d'autrui, c'est tout près du nazisme, du tribunal de Nuremberg, des différents... toute la réflexion d'Hannah Arendt au moment du jugement d'Eichmann. Enfin, si je me suis délibérément, de Papon, souvenez-vous, si je me suis délibérément mis sous l'emprise de la volonté d'autrui et que je lui ai remis mon discernement, je ne peux pas être considéré comme complètement irresponsable des actes que j'ai posés. Donc en gros, là-dessus, on est à peu près d'accord. Alors je vous dis, là où les débats vont avoir, dans tout procès d'ailleurs, surtout quand les conséquences sont graves, c'est de savoir quel était le degré de lucidité et de volonté. La lucidité, ça va à peu près. La volonté, c'est plus compliqué. Est-ce que c'était vraiment volontaire quand vous êtes dans un état passionnel, vous assassinez votre femme ou votre mari? Quel était la situation, enfin l'exemple qui était difficile à discerner, mais la justice a tranché, c'était la mort de Marie Trintignant. Savoir, voilà, quand vous avez deux personnes dans un état second, quel est le degré de responsabilité voilà. On voit bien, la justice se pense beaucoup là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a l'action, c'est ça dont on parle, la relation de l'action au sujet. Alors des fois c'est au pluriel. Quand vous avez un accident, vous êtes plusieurs. Vous pouvez être deux, mais vous pouvez être quatre aussi. Mais donc on essaie de rapporter l'action, deux skieurs qui se rencontrent. Qui est responsable de quoi? C'est une action, mais c'est une action à plusieurs sujets. Vous pouvez même faire un carambolage, alors vous êtes 5 ou 6 ou 10. Une action de rugby qui se finit mal. Dans la mêlée, c'est difficile de savoir qui a fait quoi. Le type ressort, il est à moitié mort. Et qui lui a marché dessus? Combien ont été... C'est le meurtre de César à 10 meurtriers, lequel a porté le coup fatal. Et évidemment, la question de la responsabilité, enfin la question de la culpabilité, pardon, on commence à se la poser quand le résultat de cette action a été négatif, mal, c'est destructeur. Pour être plus précis, quand le résultat de cette action crée un désordre, c'est-à-dire quelque chose qui va contre le bien d'une ou de plusieurs personnes. Le mal étant le désordre qui empêche la personne d'aller vers son bien. Évidemment, c'est pas la même chose si vous empêchez quelqu'un, je sais pas trop quoi, d'accéder au frigidaire dans lequel il y a une bière à boire, ou si tout simplement vous l'empêchez d'accéder à l'oxygène qui va lui empêcher de mourir étouffé. C'est pas du même ordre. Voilà. Donc le degré du désordre est pas lié à la technicité de l'acte, elle est liée aux conséquences, à l'ampleur
D'une part, enfin les deux, ampleur et intensité. C'est sûr que si vous avez juste cassé la vitrine, c'est moins grave que si vous avez tué quelqu'un. Mais évidemment, si vous avez cassé 1 km de vitrine, c'est plus que si vous avez cassé 50 cm de vitrine. Si vous avez terrorisé en menaçant de les braquer sans jamais leur faire du mal, mais en les menaçant de les braquer une personne, c'est pas la même chose que si vous en avez fait 20. Et si vous avez braqué des enfants ou des vieillards, c'est plus grave que si vous avez simplement fait la même chose avec des athlètes du club sportif voisin. Donc voilà, l'appréciation, elle va tenir compte de tous ces éléments-là. Mais le travail, donc, la culpabilité est avérée. Donc la responsabilité, je dis, on peut être responsable de son acte au sens où c'est nous qui l'avons posé, sans être nécessairement coupable de toutes ses conséquences. Par exemple, si je n'étais pas au courant, je ne savais pas que ça allait avoir toutes ces conséquences. Je suis responsable de l'acte, c'est moi qui l'ai posé. J'ai sciemment voulu ouvrir cette porte violemment parce que j'étais énervé, mais je n'avais pas mesuré qu'il y avait 3 personnes derrière qui sont aux urgences avec le crâne défoncé. Parce que je suis un peu violent et que les gens étaient un peu fragiles. Surtout, ils étaient mal positionnés derrière la porte. Donc voilà, je suis responsable de cet acte. Je ne suis pas coupable je ne leur ai pas voulu du mal. Donc ma culpabilité est relative. Donc vous voyez bien, la responsabilité, c'est presque le rapport métaphysique entre le sujet en tant qu'il est une personne humaine, c'est-à-dire, je vous dis, ayant une intelligence et une volonté, et l'acte qu'il pose et les conséquences de cet acte. La culpabilité, c'est le degré de personnalisation de la responsabilité dans le cas d'un acte négatif, parce que vous n'êtes coupable que des actes négatifs. On peut dire, ah oui, non mais toi, t'es coupable du cadeau de Noël. Je ne suis pas coupable du côté de Noël, je suis celui qui, au contraire, est le glorieux bénéficiaire de l'acte merveilleux que je viens de poser, par lequel tu es ravi. Mais si je viens de t'assommer avec le même cadeau de Noël, je suis coupable de t'avoir défoncé la crâne avec la poêle que je venais de t'offrir. C'est beaucoup moins marrant dans les tribunaux. Hein. Enfin, bien qu'il paraît que les tribunaux, tant que ce n'est pas les assises, on rigole quand même. C'était l'exemple, pour tout vous dire, d'un juge donc, qui m'expliquait que c'est un homme qui expliquait comment il avait découvert la médiation dans l'ordre juridique. La médiation, c'est une procédure particulière dans laquelle on essaye d'écouter les parties et de les faire s'entendre. Il disait qu'il avait pratiqué la première grande tentative de médiation qu'il avait opérée, c'était une dispute à propos, un procès, à propos de savoir si l'herbe du voisin avait été mangée par la chèvre du voisin ou abîmée par le soleil. Alors, plutôt que d'avoir sur dossier, parce que normalement vous avez un dossier où vous ne voyez pas les personnes, vous avez juste le dossier. C'est très difficile de trancher une question comme ça, évidemment. C'est pas grave, comme juge, vous avez le droit de trancher sur dossier. Mais là, il avait choisi d'opérer ce qu'on appelle une médiation, donc il est allé sur le terrain avec un pépiniériste qu'il a réquisitionné comme expert, qu'il a rémunéré d'ailleurs. Et donc il s'agissait, alors après ça il a dit où est le délit, enfin où est le lieu du crime, pardon, qu'il a mis ça en scène royalement, on avait constaté que l'herbe effectivement manifestement avait été abîmée, l'un prétend que c'était cela, mais on voyait le pépiniériste a attesté que l'herbe avait été manifestement coupée par quelque chose qui ne pouvait être que les dents de la chèvre du voisin. Voilà. Finalement, il a proposé une conciliation autour d'une botte de foin qu'ils ont partagée et ça a fini au café. Mais c'était tout à fait ça, c'était responsabilité, culpabilité, voilà. Parce que les chèvres, c'est pas le soleil, personne n'est responsable que le soleil brûle l'herbe. Enfin, sauf d'avoir pas veillé sur l'herbe, donc c'était le monsieur. Par contre, si l'autre avait laissé ses chèvres aller abîmer l'herbe en la broutant alors qu'elle aurait pu servir à autre chose, il était non seulement responsable de ses chèvres, mais coupable de ce délit. Voilà. Donc il y a eu un accord à l'amiable qui a tout solutionné. Donc on concluait ce juste, finalement, il vaut mieux aller directement sur les personnes. Évidemment, c'est plus facile d'apprécier. Enfin, à la limite, d'ailleurs, il disait, du coup, je n'avais plus à trancher. Ce n'est plus mon problème de savoir qui était coupable ou responsable. Mon seul but, c'était qu'ils se réconcilient. Pas bête. Parce qu'il y a des fois, comment vous faites? Parce que vous êtes devant des insolites. Voilà, donc on comprend assez facilement, même si, précisément, tant qu'il s'agit d'admettre qu'on est responsable d'un acte, surtout s'il est glorieux, on n'a pas de problème. On a plus de mal à admettre qu'on est responsable d'un acte qui n'est pas glorieux. Et a fortiori, là où on se dispute, c'est de savoir quel est le degré de culpabilité, c'est-à-dire le degré de pouvoir qu'on avait sur l'acte pour l'éviter, pour faire court. Parce que non-assistance à personne en danger, là, vous n'avez rien fait, mais vous êtes coupable d'avoir rien fait. Parce que vous aviez le pouvoir de faire quelque chose, et manifestement, délibérément, vous ne l'avez pas fait. Qui est autre chose que de ne pas avoir vu qu'il y avait quelque chose de grave. Ça, voilà, c'est pour faire simple.
Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est le sentiment de culpabilité, dont on sait qu'il est très variable, c'est-à-dire pour un acte relativement minime, mais par exemple qui est mis en scène par la personne qui vous explique que c'est très grave ce que vous venez de faire, avant même que vous d'ailleurs vous preniez le temps de savoir si c'est avéré. Vous pouvez vous trouver tout d'un coup d'une panique complète, alors que tout le monde sait qu'on peut commettre, moyennant quelques déblocages psychiques, des actes abominables sans sentiment de culpabilité. Vous savez, c'est les gens qui travaillent dans le milieu savent tous qu'il n'y a que le premier meurtre qui est difficile sur le plan du sentiment de culpabilité, mais après que vous ayez tué délibérément quelqu'un, dans le milieu, vous n'avez plus aucun problème. Vous arrivez à liquider les gens de manière méthodique, le sentiment de culpabilité ne joue plus sur le meurtre. J'avais vu quelqu'un qui s'était arrêté avant, il avait tous ses copains qui avaient franchi le seuil, et c'est en leur voyant perdre conscience de la gravité de ce qu'ils faisaient, d'en avoir aucun sentiment, qui fait qu'il avait renoncé à le faire. C'est ce qu'on a vu malheureusement au moment du Rwanda. Vous savez, cette manière dont on poussait les enfants à commencer par assassiner, c'est connu d'ailleurs, les enfants soldats, vous commencez par les pousser à assassiner leurs propres parents, et à ce moment-là, il y a une espèce de suppression du sentiment de culpabilité, en tout cas dans sa part visible, qui fait qu'après ça, l'enfant devient capable d'accomplir, froidement, sans sentiment, des actes qui sont abominables. Voilà, donc ça c'est le signe que le sentiment de culpabilité est extrêmement variable. Vous avez des gens qui font les mêmes choses, les uns se sentent très très mal de le faire, les autres se sentent très très bien de le faire. Et la culture, dans certains cas, juge que cet acte est bien ou que cet acte est mal d'ailleurs. Dans certains cas, les gens sont branchés sur le sentiment dominant de la société, du groupe humain dont ils font partie, d'autres ne sont pas nécessairement solidaires de ce sentiment dominant. Et le seuil d'angoisse, d'inquiétude ou de sentiment de culpabilité est aussi variable selon les personnes et de manière assez erratique. Vous voyez, je veux dire par exemple, un exemple que nous faisons tous, le sentiment, les actes d'omission qui sont dans certains cas qui peuvent être beaucoup plus graves. Non-assistance à sa personne en danger, ça peut être un acte beaucoup plus grave que je ne sais pas trop quoi, d'avoir injurié gravement un membre de votre famille. Ou je ne sais pas trop quoi, d'avoir à la limite trompé votre femme ou votre mari. Si la non-assistance à la personne en danger aboutit à la mort de la personne. Mais bizarrement, du côté de la culpabilité, si vous avez une société qui réprouve gravement l'adultère et qui vous le fait comprendre depuis que vous êtes petit, le sentiment d'avoir commis quelque chose de pas bien, même si ça a été très agréable, est plus aigu dans le cas de l'adultère que dans le cas de la non-assistance à la personne en danger, aboutissant à la mort d'autrui. Voilà, tout simplement. C'est vrai personnellement, mais c'est vrai collectivement. La non-assistance à la personne en danger au moment de la guerre du Kosovo n'a pas empêché les Européens de dormir, alors que nous étions responsables directement, par le biais de nos élus en tout cas, et du gouvernement de l'Europe, sans doute responsables indirectement de plusieurs dizaines de milliers de morts. Enfin voilà, on pourrait trouver plein d'exemples. Le débat autour de l'écologie portant là-dessus, c'est-à-dire en gros, quelle est ma marge de manœuvre sur le sujet. Et donc l'objectivité, il n'y a pas d'objectivité du sentiment de culpabilité, et il y a une variabilité donc qui est très liée. Plus un acte est visible, on peut le dire comme ça, parce que ça c'est assez général, plus un acte est visible comme tel, plus il est visible, il est vu par un grand nombre, et plus il est réprouvé par un grand nombre qui le voit, et plus je suis sensible à la réprobation collective, et plus le sentiment de culpabilité est aigu. Oui. Alors évidemment, le fait qu'un acte puisse être connu du grand nombre et réprouvé par le grand nombre suffit à me mettre des fois dans le même état que d'ailleurs quand c'est avéré par le grand nombre, parce que quand tout d'un coup l'opprobre devient public, je suis déjà des fois soulagé, parce que je suis au moins, vous voyez, je paye des fois le fait de souffrir de la réprobation publique peut m'alléger le sentiment de culpabilité, paradoxalement, par rapport au fait que je ne sois pas puni me rend encore plus, augmente le sentiment de culpabilité. C'est ça qui est très bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce sentiment ? C'est ça que, d'abord, le constater comme... Qu'est-ce que c'est que ce sentiment ? C'est un sentiment qui correspond à un sentiment de responsabilité excessive. Alors on dit oui, mais c'est pas toujours excessif. C'est toute la question. Est-ce qu'il y a des fois où ça n'est pas excessif ? Mais en tout cas, puisque le sentiment de culpabilité n'accompagne pas toujours de manière objective la responsabilité et a fortiori la culpabilité que j'ai dans les actes, ça montre bien qu'il y a un sentiment... Alors on pourrait le dire dans l'autre sens.
le sentiment de culpabilité est aussi un sentiment qui est l'inverse. Enfin, je le mets dans le même, c'est-à-dire le fait que je ne ressente rien. Je sache que je peux savoir que ce que je fais n'est pas bien parce que c'est ce qu'on me dit, je ne ressens absolument pas de sentiment de culpabilité. C'est le même mécanisme, mais dans l'autre sens. Et donc, on va dire, c'est une dérégulation du sens de la responsabilité. Dire ça comme ça. Qui fait que entre la responsabilité objective et le sentiment de la responsabilité, il y a un décalage. Dans la culpabilité au sens négatif, j'ai un sentiment de responsabilité beaucoup plus élevé que ma responsabilité objective. Ensuite, on essaiera de voir d'où ça vient. Et évidemment, cette responsabilité, ce sentiment excessif de la responsabilité, c'est la responsabilité à l'égard d'un acte négatif. Donc, c'est la responsabilité sur une causalité fautive. D'accord ? C'est la responsabilité, sentiment de responsabilité vis-à-vis de ce dont j'ai le sentiment que c'est une faute. Pour être très précis. Donc, c'est à la fois le sentiment de la négativité de l'acte et le sentiment de la responsabilité de l'acte. Les deux sont augmentés. Vous pouvez considérer que la faute n'est pas très grave, mais vous en étiez très responsable, gros sentiment de culpabilité, ou que la faute était très grave, mais vous êtes moyennement responsable. Là aussi, vous vous sentez très mal. Si j'analyse là aussi, je vois bien que ce sentiment de culpabilité, pas simplement un sentiment de culpabilité, c'est un sentiment face à soi. Vous voyez ce que je veux dire ? La responsabilité, je n'ai pas besoin de quelqu'un l'évalue pour qu'elle soit réelle. La relation qu'il y a à mes actes, je n'ai pas besoin d'un spectateur pour qu'il y ait une relation de moi à mes actes. J'ai besoin de me regarder comme un autre pour évaluer cette responsabilité. On est d'accord ? Je n'ai même pas besoin d'autrui d'ailleurs. Et comprenez bien, quand j'essaie d'évaluer quelle est ma responsabilité ou quelle est ma culpabilité dans un acte, si j'essaie de le faire de manière sereine, ce qui est assez facile sur un acte secondaire, je sais pas pourquoi vous avez raté ce match au tennis, très bon, vous pouvez vous poser la question sereinement de savoir pourquoi vous l'avez raté sans vous sentir complètement nul. Et à ce moment-là, vous essayez de vous mettre à l'extérieur de votre acte et de le regarder comme l'acte d'un autre. Bizarrement, dans le sentiment de culpabilité, je ne peux pas dissocier le fait que je regarde moi-même l'acte du fait que les autres puissent le voir. D'accord ? Donc on est toujours coupable. Le sentiment de culpabilité, c'est toujours un sentiment de culpabilité devant d'autres que soi. Et quand c'est un sentiment de culpabilité uniquement face à soi, l'œil était dans la tombe et regardait qu'à un, c'est l'intériorisation du regard des autres. Vous voyez la différence ? Si je sais jouer au tennis, je suis capable tout seul, sans intérioriser le regard de personne, d'évaluer que là, j'ai raté mon match ou mon service pour telle et telle raison. Je n'ai pas besoin d'un autre pour faire ça, tout seul. Alors que bizarrement, dans le sentiment de culpabilité, j'ai intériorisé le jugement d'autrui. Et d'ailleurs, je ne sais plus très bien distinguer ce que j'en pense de ce qu'en penserait quelqu'un d'autre. Je ne me sens pas bien d'avoir fait ça, là. Mais est-ce que je ne me sens pas bien tout seul avec moi-même ? Mais est-ce que je ne me sens pas bien parce que quelqu'un d'autre pourrait m'en faire le reproche ? Ou parce que les autres, au pluriel, pourraient le savoir ? Je ne sais plus bien, quoi. Parce que de toute façon, c'est à peu près le même état. Il y a déjà les autres qui sont là. Il y a déjà l'autre qui est là et il y a déjà les autres. Donc ça, c'est pour vous voyez, le décrire rapidement. Ensuite, je vois qu'il y a des degrés. Je peux avoir un sentiment de culpabilité qui se réduit à l'acte que j'ai posé. Je ne suis pas bien d'avoir fait ça. Et puis, je peux avoir un sentiment de culpabilité qui s'élargit à l'ensemble du champ des actes. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il s'agit de l'alcool, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas juste là, j'ai trop bu et c'était pas bien. Mais de toute façon, dès que je suis tenté, je suis alcoolique un peu quand même beaucoup, donc dès que je vois une bouteille passer, je suis mal. Vous voyez, la possibilité de dérailler, ça s'étend au domaine lui-même. Et puis après ça, ça peut s'étendre, comment dire ça, à tout un secteur. C'est-à-dire qu'en gros, quand il s'agit du travail, je ne me sens pas coupable, mais dès qu'il s'agit de la dimension morale des actes, et de je ne sais pas trop quoi, vous mettez dans le même bain la cigarette, l'alcool, la sexualité, l'argent par exemple. Tous ces trucs-là, vous ne vous sentez pas bien. Avant, c'était que de boire une fois. Après ça, c'est de boire. Après ça, c'est tout ce qui ressemble à l'équivalent de boire, d'abuser, quoi. Je me sens mal d'abuser. Par contre, quand je bosse, il n'y a pas de problème. Ou quand je joue au tennis, il n'y a pas de problème. Puis après ça, ça peut s'étendre à l'ensemble du champ de l'action. Vous êtes mal dans tout ce que vous faites. Puis à la fin, le dernier stade, c'est que vous êtes mal tout simplement d'être. Alors, soyons clairs, dès que je ne suis pas bien dans un acte, je ne suis déjà pas très bien dans mon être.
Mais je peux à la fin me demander, enfin, vous voyez, ne plus me supporter dans ma propre existence. Parce que le sentiment de culpabilité, c'est bizarrement, c'est pas simplement une espèce de sentiment accru de la responsabilité, c'est un sentiment de malaise. Et il y a des degrés dans le malaise. C'est juste un malaise au passage, c'est un malaise chronique, c'est un malaise qui ne cesse d'augmenter, c'est un malaise qui m'envahit. Donc vous voyez, vous avez des degrés dans le champ, des degrés dans l'intensité. Et je peux me suicider d'ailleurs, parce que je supporte plus ce que je suis, c'est-à-dire la cause potentielle de choses horribles en permanence. Alors que les autres peuvent me dire que je fais bien, sauf que moi, avec ce qu'on m'a appris, parce qu'on va revenir sur la structure, on m'a tellement appris que de toute façon, dès que tu déchois par rapport à ton devoir dans un quelconque domaine, t'es juste rien, et encore je suis poli. Si t'es juste un déchet humain parce que tu déchois ton devoir, si globalement dans tous les domaines de ton existence t'es légèrement en dessous de la moyenne, t'es plus rien. Et donc les conséquences, c'est que tu te supprimes. D'accord ? La culpabilité, il y a toujours une logique, comment vous dire ça, de désir violent de rectifier la faute, ça s'accompagne aussi de l'appréciation. Donc vous voyez, il y a une espèce de... C'est plus que du désamour de soi. Il y a quelque chose du soupçon et de la haine de soi, finalement. Même dans le moindre petit sentiment de culpabilité, il y a déjà quelque chose du soupçon et de la haine de soi. Et d'une haine pas cool, c'est-à-dire potentiellement destructrice. C'est ça le sentiment de culpabilité. Donc vous voyez bien, c'est très bizarre aussi, c'est-à-dire que dans la manière d'être actuelle, il peut s'étendre en largeur, s'étendre en intensité, et en catastrophe d'ailleurs du côté, parce qu'il est compulsif bizarrement, c'est que le sentiment de culpabilité ne diminue pas du tout le fait que je pose des actes, des fois ça l'augmente. Plus tu te sens coupable de faire un truc, bizarrement plus tu recommences. C'est malsain aussi. Donc là ça rend fou. Parce qu'on va voir comment est-ce qu'on essaie de réagir face au sentiment et comment est-ce que malheureusement les réactions qu'on a face à ce sentiment de culpabilité, la plupart du temps, l'augmentent. Donc il y a des mauvaises manières de réagir. Mais ce que je veux juste souligner, c'est qu'on essaiera de l'analyser, il y a une logique qui est perverse dès le premier mouvement du sentiment de culpabilité. Parce que si vous regardez bien, même le plus petit sentiment de culpabilité est sur quelque chose d'apparemment anodin. Ça comporte déjà la condamnation à mort potentielle de moi si éventuellement un jour je faisais la même chose en plus grand. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est que c'est basiquement pas du tout un rapport d'évaluation serein. C'est un rapport d'évaluation dans lequel il y a des émotions perverses qui sont derrière. Perverses où elles ne sont pas du tout... ce sont des émotions que je ne peux pas rectifier de l'intérieur. On essaiera de le revoir. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous pouvez essayer de réduire, c'est-à-dire que vous vous sentez vraiment trop mal d'avoir fait ça. Je ne sais pas trop quoi, vous aviez promis à votre voisin que le jour où vous pendriez la crémaillère, vous l'inviteriez. Et en fait, finalement, pour des milliards de raisons, parce qu'il ne peut pas encadrer un autre de ce... Bref, vous ne l'avez pas invité, quoi. Vous avez profité d'ailleurs de prendre la crémaillère un jour où il n'était pas là. Et vous êtes mal, parce que vous dites, mais si finalement quelqu'un finit par... Vous avez dit à tout le monde de ne pas lui dire. Il dit, mais si à un moment donné, et là vous n'êtes pas bien, et à l'idée qu'il le sache, vous avez des milliards de scénarios dans la tête, si par hasard vous pouvez le savoir, et comment il va le prendre, et comment ça va envenimer vos relations, et tout le pouvoir qu'il a, parce qu'il a une grande responsabilité dans la ville, donc il va pouvoir vous pourrir gravement, et ça va peut-être vous empirer votre métier, même votre vie personnelle, qui va à la suite de votre chômage. Et vous êtes parti dans un scénario d'enfer, juste parce que le gars, vous ne lui avez pas invité à votre pendaison de crémaillère. Et vous essayez de réduire, vous direz, mais finalement, je ne suis pas trop responsable. Vous essayez d'écrémer. Donc vous allez garder un petit morceau, mais la perversion elle est la même sur le petit morceau. Vous voyez, et dès que ça va aller mal, ça va repartir comme en 40. Et si vous refaites la même chose sur une autre situation analogue dans un autre domaine, les deux vont se mettre en connexion l'un sur l'autre. Donc vous n'êtes plus du tout dans le rationnel, c'est ça que je veux souligner. Vous êtes dans une espèce de logique émotive tentaculaire qui a, on va le voir, qui aboutit à la compulsivité d'ailleurs, mais qui aboutit, c'est ça que je veux montrer, à une espèce de sentiment de malaise doublé d'un sentiment progressif d'agressivité envers soi et bizarrement aussi envers les autres. Mais d'agressivité pas cool, pas juste quand tu as envie de casser la figure à l'autre parce qu'il t'énerve. Vous voyez ? Vraiment, tu ne peux pas régler les choses. À la limite, tu te donnes un gros coup sur la tête, puis c'est bon, c'est réglé après, tu t'es puni, c'est bon, pas du tout. Ça ne va pas du tout solutionner le truc. Alors, ensuite, si j'essaie de comprendre d'abord l'origine, puis ensuite la logique interne. Donc là, je suis dans l'analyse. Après l'avoir constaté, ce sentiment, comment je l'analyse ?
je vois bien que l'origine de ce sentiment, pour régresser, d'abord, je vois bien qu'il y a une représentation. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me raisonner. J'ai beau me dire, bon, là, objectivement, c'est pas si grave. Vous allez même être capable de dire, bon, objectivement, c'est pas grave. Ça vous empêche pas de vous sentir mal. Vous êtes, même si vous êtes vraiment lucide, capable de dire, mais je sais que c'est stupide, mais je me sens pas bien. Puis vous êtes capable de voir qu'il y a des choses que vous faites qui sont vraiment pas cool, mais vous vous sentez très bien là. Puis d'autres où c'est finalement pas si grave que ça, mais là vous vous sentez mal et vous dites, c'est bizarre quand même. Je fais des trucs normalement selon la morale objective, c'est pas très cool, mais là je suis super cool. Et d'autres, selon la morale objective, ça devrait être normalement moins grave, et là je me sens pas bien du tout. Et là vous vous apercevez que vous avez des représentations dedans. Évidemment, qui sont liées à l'éducation, puis après ça, la manière dont vous l'avez entretenu l'éducation. On vous a dit, tu sais, la malhonnêteté dans l'ordre de l'argent, c'est la pire des choses. La sexualité, laisse tomber. Pas grave, tu fais ce que tu veux. Ou alors l'inverse. La sexualité, gravissime. Le moindre dérapage dans le désir de ton cœur, c'est gravissime. L'argent, non, c'est cool. Il n'y a pas de justice. De toute façon, c'est la guerre, c'est la jungle, nos problèmes. La sexualité, c'est la fidélité, la droiture, l'amour, c'est la dimension transcendantale de l'existence. L'argent, c'est horizontal. De toute façon, on est tous des pourris. Ou l'inverse. Non, la régulation sociale, c'est précisément, la justice sociale, c'est la condition de la démocratie. Il n'y a pas d'avenir à l'humanité s'il n'y a pas de démocratie. Et donc, l'honnêteté financière, c'est la base de la confiance démocratique. Ensuite, de toute façon, la sexualité, on est tous pourris, donc c'est pas très grave. Ça dépend des cultures. Hein. Enfin, ça ne dépendait pas des cultures il y a 120 ans. À quelques différences près. Mais aujourd'hui, c'est très variable. Et donc, c'est très étonnant comment est-ce que là, on voit bien qu'il y a de la représentation. Et cette représentation, elle engendre des émotions. Et c'est une représentation de la gravité, c'est très bizarre. Il y a une représentation, il y a la gravité, la punition potentielle aussi, toujours à l'horizon, c'est très bizarre. Parce que vous pourriez dire, bon, la gravité après, mais c'est très bizarre. J'aurais même tendance à croire, moi, que le sentiment de culpabilité, il anticipe par un mal-être la punition possible qu'il pourrait y avoir en raison de la gravité de la faute. En gros, déjà, je me fais mal, quoi. Parce que qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? D'accord? C'est tellement grave qu'il y a un truc, vous commencez à surveiller, ça va me tomber quelque part. Si c'est pas, vous voyez, c'est pas la mafia visible, mais c'est un truc invisible là qui fait que la justice immanente, c'est trop grave, quoi. D'ailleurs, à la fin, vous avez des gens, mais ils vont faire des aveux pour se libérer, ils ont trop peur, qu'il leur arrive un malheur. Donc ils préfèrent en déclencher un objectif, qui est d'aller dire à la police, voilà, j'ai tué ma femme et je l'ai enterrée dans le jardin. Et donc, on voit que et puis vous voyez bien qu'entre gravité et punition, il y a aussi de la peur. C'est très bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, la culpabilité, elle porte sur la peur des conséquences gravissimes de mes actes, de la possibilité d'être puni aussi gravement que j'ai fauté, et que tout ça se sache. C'est assez complexe, hein. Donc on se dit, waouh. Et puis alors en plus d'une culture à l'autre, je fignole un peu les trucs, c'est pas la même chose. En gros, vous prenez l'Afrique, pour faire simpliste, hein, prenez l'Afrique, l'Asie, l'Occident, ça fonctionne pas exactement pareil parce que les cultures de la représentation de la faute et de la punition éventuelle de la faute n'est pas la même. Dans l'Occident, vous êtes puni de l'intérieur par Dieu, parce que c'est un Dieu intérieur. Vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas grave, c'est la justice immanente qui va vous punir, mais vous allez être puni. À la limite, votre psychisme, il vous punit tout seul, comme si c'était Dieu lui-même d'ailleurs. Aucune importance. Vous avez beau avoir viré Dieu, le mécanisme, il ne bouge pas. Parce que c'est pas parce que tu ne crois plus en Dieu que le mécanisme de la culpabilité lié à une représentation d'un Dieu qui te punit de l'intérieur va changer quelque chose. L'intérieur, c'est que tu es puni au bout, une fois que tu seras jugé par lui. Dans l'Afrique, tu n'es pas puni de l'extérieur par un Dieu, tu es puni par les esprits, c'est-à-dire que tu es puni par l'environnement dans lequel tu es. Donc tu as fait une faute, tu vas voir ceux qui habitent, CEX, les vivants d'ailleurs et les morts qui sont toujours vivants, tu vas être puni par eux, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt de manière accidentelle, il y a nécessairement quelqu'un qui l'a puni et qui s'est vengé. Ou un vivant, ou un esprit, qui est une forme d'être vivant. En Asie, c'est encore autre chose. La peur, elle est liée à la communauté. Le principe de la face, c'est que de toute façon, la communauté, elle va te punir. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein. Vous savez qu'en Chine, vous commettez un acte contre la Chine, vous savez que vous êtes passible de mort, il n'y a même pas d'émotion autour de ça. D'ailleurs, votre famille va payer la balle qu'on vous tirera dans la tête. C'est très clair, ça le dit bien. Tu n'as qu'une seule faute grave dans ce pays, depuis toujours, c'est contre la Chine. Allez voir le film qui s'appelle Heroes,
qui met en scène comme ça quelqu'un qui veut assassiner l'empereur, la seule chose qui le bloque, c'est pays. C'est son pays. Il n'y a qu'un seul principe moral absolu, c'est le pays. Tu ne peux pas aller contre le pays. Si tu tues l'empereur pour le bien du pays, ce qui est difficile à démontrer, tu peux tuer l'empereur. Mais comme l'empereur, c'est l'incarnation du pays, tu ne peux pas tuer l'empereur, non pas à cause de l'empereur, mais à cause du pays. C'est très bizarre, cette espèce de collectivisation cosmique de la culpabilité. C'est tout à fait différent. Alors après ça, je ne veux pas rentrer. Vous avez l'Inde, vous savez, avec la culpabilité qui est le samsara, c'est-à-dire qu'en gros, les actes négatifs s'accumulent et ça se rejoue dans la vie antérieure. Là, c'est un mécanisme cosmologique qui fait que, de toute façon, la punition, elle est mécanique. Tu additionnes, et comme de toute façon, tu as presque toujours plus de moins que de plus, et ben à la vie d'après, tu as un barème, quoi. Le tout, c'est de ne pas rater la dernière marche quand tu es dans le plus. Parce que sinon, tu redescends. Je dis, vous avez la même chose, c'est chez Saint-Jean-Climac, vous lisez l'échelle de Saint-Jean-Climac, qui t'explique que de toute façon, plus tu montes dans les échelles de la sainteté à l'intérieur de la vie monastique, plus le démon secoue l'échelle, et comme en haut de l'échelle, ça bouge beaucoup plus qu'en bas, plus tu es en haut, plus tu risques de dégager, et là, tu retombes évidemment de plus haut, donc tu te tues. Moralement, c'est le péché grave, mortel. Bon, je plaisante, mais quand vous analysez votre propre pathologie interne, vous rigolez moins, mais bon. Non, parce que tu as des gens, plus ils s'avancent dans l'acte, risqué, ou potentiellement pécamineux, ou potentiellement fautif, et plus ils sont mal. Comme si tu étais plus fautif au bout de l'acte que quand tu l'as conçu. Alors que le mal, tu l'as conçu en amont, après ça, tu fais que l'exécuter. Voilà, donc c'est pour dire que mettre à jour, on le verra, la représentation et les émotions qui lui sont associées, c'est un truc assez fabriqué. Et évidemment, pourquoi ça s'est fabriqué, ça c'est mon analyse, c'est que derrière, il y a un discours moral assez élaboré. Assez élaboré. Et qui est un discours moral intériorisé jusque dans l'inconscient. Souvent, ce discours moral, il est doublé d'une vision cosmique ou religieuse, même combat, d'accord ? Donc d'un espèce de mécanisme qui dépasse complètement l'individu. C'est très difficile d'aller nettoyer l'inconscient de tout ça. Voilà. Donc la solution, ça ne sera pas une petite pilule qui va te mettre l'inconscient à plat, parce que la seule chose qu'on ne sait pas mettre à plat, c'est l'inconscient. On est tous avec une intelligence et une volonté qui sont vierges, mais l'inconscient, il n'est pas du tout vierge, il est déjà complètement chargé. D'accord ? Téléchargé. Par plein de choses sur lesquelles on ne t'a pas demandé ton avis. Alors, si j'essaie de comprendre, alors, évidemment, l'origine de ça, ce n'est pas simplement des discours collectifs, c'est des événements par lesquels on m'a démontré qu'effectivement, je serais puni si j'ai mal fait. C'est-à-dire qu'en gros, alors, c'est pas facile à savoir. Ceux qui ont vraiment été punis petits parce qu'ils n'avaient pas bien ce qu'il fallait, sont-ils dans un sentiment de culpabilité plus aigu que ceux qui n'ont jamais été punis? Eh bien, pas du tout. Plutôt moins. Parce que le discours, quand il est passé dans l'inconscient et qu'il a donné lieu à rien du tout dans le visible, tu ne sais pas quoi en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui t'a dit, de toute façon, si tu fais ça, c'est pas bien. La preuve d'ailleurs, quand tu étais petit et que tu l'as fait, je t'ai puni. Ou quand d'ailleurs tu étais sur la piste de faire ça. D'accord? Donc, paradoxalement, la punition objective, justifiée rationnellement par des causalités exemplaires parentales ou éducatrices, ont tendance à fixer les représentations de la culpabilité sur des personnes et des événements précis, j'allais dire limités. Mais quand l'inconscient de la culpabilité a été accompagné de zéro punition, zéro vérification dans le concret du fait que si tu fais ça, ça a effectivement des conséquences graves. Mais du coup, tu n'as aucune idée de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Donc du coup, tu flippes au carré. Je veux dire, c'est, pour faire simple, la nouvelle génération qu'on a éduquée de manière, je ne dis pas qu'il faut punir, mais qu'on a éduquée en ne tenant pas compte de ce sentiment de culpabilité, ou au contraire en pensant le déculpabiliser, en ayant un discours, mais tu comprends mon chéri, tout va bien, je vais juste t'expliquer pourquoi c'est pas tout à fait très bien, et encore, c'est comme tu veux, mais pour l'instant dans l'espace familial, c'est quand même pas génial, donc tu crèves pas les yeux de ton petit frère. Voilà. Plus tard, quand il sera grand, si c'est avec son consentement et sous contrôle médical, ça sera ton problème, mais maintenant, c'est pas possible, mon chéri. Voilà. Parce que ton papa et moi, nous avons décidé de manière arbitraire, mais malgré tout, nous sommes encore responsables juridiquement de toi, que tu n'allais pas le faire. Voilà. Et si tu recommences, peut-être que tu seras privé de dessert. Enfin, d'essayer. Non, mais j'exagère un peu. Eh bien, par expérience, comment dire ça, tout ça sur un fond d'inconscient qui est le même. Si le fond d'inconscient est le même et qu'il n'est pas vérifié par des actes, la personne ne sait pas se situer par rapport à lui. Donc ça le démolit sans même qu'il sache d'où ça vient. Et donc vous avez une génération qui est capable de fixer sa culpabilité sur des choses qui n'ont rien à voir avec comprenez bien,
ce que la famille estimait de grave ou non. Donc vous pouvez avoir 4 enfants, le lieu et la fixation de leur culpabilité n'est pas du tout le même. Parce qu'il n'y a eu aucun discours éducatif, il n'y en a pas eu. C'était juste fait comme tu veux. Ce qui est la chose la plus culpabilisante qui soit. Ça veut dire débrouille-toi avec ton inconscient, de toute façon moi je te dis rien. T'es mal, désolé pour toi, va voir un psy. Alors le psy, précisément, il est capable de mettre en lumière qu'il y a une logique rationnelle. Donc je vais finir par la logique rationnelle, puis après ça, comment est-ce qu'on en sort? Si on en sort. Donc la logique rationnelle, c'est pour dire que ce n'est pas simplement des représentations et des émotions, ça donne lieu, le sentiment de culpabilité engendre du malaise, vous l'avez compris, du mal-être, voire des logiques de colère, de haine et de soupçon, mais ça engendre aussi du ratiocinement. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a une espèce de mécanique mentale qui se met en marche. Ça aussi qui est compliqué. Et les deux se tiennent, bien sûr. Alors, en quoi consiste cette mécanique mentale? Et là, vous allez voir qu'on est dans une culture qui est loin de l'avoir quittée. Alors, bien sûr, la première chose qu'on fait, c'est qu'on tente de maîtriser ce sentiment en le raisonnant. Normal, hein, première chose qu'on essaie de faire. Ça apparaît louable d'ailleurs de faire ça. Sauf que ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que même si vous essayez de le diminuer, la nature du sentiment ne change pas pour autant. Même si c'est bien de le laisser ne pas vous envahir. Mais voilà, la capacité de maîtrise sur son sentiment de culpabilité, là aussi, elle est extraordinairement variable d'un individu à l'autre et ce n'est pas uniquement une question de vertu. Pour avoir le courage, la tempérance, la prudence et la justice, ça ne vous empêche pas d'être bouffé par le sentiment de culpabilité. C'est très bizarre. Les vertus classiques, parce que les vertus classiques, elles ne fonctionnent pas sur l'inconscient. Les vertus classiques, elles fonctionnent sur de l'apprentissage, vous voyez, objectif. Ensuite, ce sentiment de maîtrise, il est doublé en deuxième main par un deuxième niveau de réflexion, qui est au fond la recherche compulsive d'une causalité. Finalement, qui est vraiment coupable? À qui peut-on faire porter la culpabilité, vous voyez, objective? Parce qu'évidemment, ce n'est pas supportable de ne pas savoir si je suis coupable ou non. Donc évidemment, je vais mener en permanence, de manière plus ou moins inconsciente, alors évidemment c'est les états pathologiques qui le manifestent le plus, une enquête permanente. Savoir, dans mon environnement, là, qui est plus ou moins coupable, même de ce que je fais. Est-ce que c'est mes parents, mon père? Alors là, on voit bien dans la thérapie, vous pouvez vous dire, bah oui, non, mais en fait, c'est pas ma faute. J'ai un père qui était un tyran, une mère qui était fusionnelle, donc finalement, je suis dans cette... Donc moi, j'y suis pour rien. Ce qui est évidemment simpliste, parce qu'après ça, je vous remontais, peut-être que même ils n'y étaient pas pour grand-chose, donc à la fin, il n'y a plus personne qui est responsable, plus personne qui est coupable, donc je me retrouve exactement avec la même dose qu'au départ, si je vais jusqu'au bout. Parce que c'est très difficile, vous l'avez compris, si c'est difficile d'évaluer la causalité sur la base de mon sentiment, la culpabilité sur la base de mon sentiment, c'est pas beaucoup plus facile d'évaluer la culpabilité d'autrui. Vous voyez, puisque précisément l'évaluation, elle est foireuse, affectivement. De manière purement rationnelle, quand je ne suis pas du tout concerné. Ce qu'essaie de faire le juge, tant qu'il n'est pas du tout concerné. D'ailleurs, on a un droit, quand on se sent trop concerné par une cause, de dire je ne peux pas la juger. Cette recherche compulsive de causalité, elle peut se doubler d'un évitement du jugement ou du juge. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaye c'est très bizarre d'ailleurs, j'essaye d'éviter que de mettre quelqu'un au courant de ce que j'ai fait, parce que je ne veux pas être jugé. Je préfère être mon propre juge, que le jugement que j'ai négatif sur moi-même se double de la réprobation d'un ou de plusieurs personnes. Et puis, et c'est là que ça devient évidemment malsain, c'est que sans que je m'en rende compte et sans que toujours je le veuille, même si des fois je m'aperçois à l'horizon que c'est ce que je suis en train de faire, je la transfère ailleurs, le sentiment de culpabilité. Vous voyez, pas seulement de manière analytique. Mais finalement, étant mal avec moi-même, je vais me mettre à me venger de tout ce qui ne me plaît pas. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité, ça se refile, ça s'injecte au voisin. Par exemple, votre supérieur vous a crié dessus en vous expliquant que vous étiez un nul.
bizarrement, vous allez trouver votre subalterne, là, au premier truc qui ne va pas bien. Si ce n'est pas le subalterne, c'est votre conjoint. Si ce n'est pas votre conjoint, c'est vos enfants. Si ce n'est pas vos enfants, c'est le voisin. Si ce n'est pas votre voisin ou les enfants, c'est les politiques ou le parti des autres. Ou alors c'est des gens de couleur. Ou alors à la fin, c'est le chien. Ou la télé ou quelque chose. Mais il y a un truc qui va s'en prendre dans la figure. Ou alors vous l'intériorisez et vous le faites à vous-même. On soupçonne certaines pathologies physiques, certaines maladies physiques, d'être aussi une des conséquences de la culpabilité. Enfin, pas mal de maladies physiques d'ailleurs. Une fixation de la culpabilité, que j'ai beau parce que, bizarrement, quand j'essaie de le remettre sur le dos de l'autre, ça ne le diminue pas chez moi. Parce que vous comprenez bien. En plus de la faute que vous suspectez inconsciemment d'avoir commis, vous en commettez une deuxième. Non ? C'est-à-dire que non seulement vous n'êtes pas bien de ce qu'a dit votre supérieur, mais maintenant vous n'êtes pas bien d'avoir crié sur votre inférieur. Super, génial, ça augmente. D'ailleurs, l'inférieur, lui, va crier sur les autres, vous voyez, puis vous créez des espèces de cercles infernaux. Et vous regardez la vie collective, si elle n'est pas régulée par le choix d'objectivation d'un bien commun, d'une bienveillance volontaire, et voilà, eh ben, elle fonctionne comme ça. C'est très bizarre. Surtout si la pression culpabilisante sur les résultats, sur la transparence des process, sur tout ce que vous voudrez. Alors, l'entreprise, ou les institutions quelles qu'elles soient, ou les organisations quelles qu'elles soient, sont par moments des spécialistes de l'amplification du sentiment de culpabilité. Par évaluation, reporting, chiffrage, vous voyez, vérification, voilà. Et donc le risque, vous le comprenez, puis je m'arrêterai là du côté négatif, c'est d'entrer dans des logiques d'autodestruction personnelle et collective, tout pour simple. C'est qu'à la fin, je ne m'en sors plus. Il y a une violence gigantesque qui circule. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Si la vie humaine est collectivement, civilisationnellement, finalement pas très cool, contrairement à ce que nous avons rêvé pendant 60 ans, c'est parce que le sentiment de culpabilité fonctionne à fond. Que, indépendamment de la bonne volonté des individus, il pourrit la perception personnelle et collective que nous avons de nous-mêmes. Alors, vous savez bien, on ne le travaillera pas, mais une des sorties du truc, ça s'appelle le bouc émissaire. Ou certains vous diront une bonne guerre, c'est la même chose, c'est qu'au lieu de trouver un bouc émissaire extérieur, tu te le trouves en interne. Donc tu as un certain nombre de morts, ça te donne le sentiment que tu as payé, tu remets le chronomètre à zéro. C'est exactement ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. On a pensé qu'après, vous voyez, parce que je ne parle pas de la phase de la libération, là, avec l'épuration, la post-libération, là. Et après ça, on s'est imaginé qu'on allait mettre les compteurs à zéro. On n'a rien mis du tout à zéro. On ne remet jamais les compteurs à zéro, simplement en le décrétant. Là aussi, ce n'est pas simple. Une communauté humaine, dans son histoire, elle ne remet jamais les compteurs à zéro. Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec son passif ? C'est pas simple. Prenez la France de 1789 jusqu'à aujourd'hui, elle a un passif lourd. Comment vous le faites ? Alors, vous faites de la repentance. Est-ce que la repentance a un effet de diminution du compteur ? C'est une bonne question. Alors, comment est-ce qu'on sort de ça ? D'abord, je n'y reviendrai pas par, évidemment, le travail d'objectivation que j'ai fait au début. C'est de s'apercevoir qu'il y a quelque chose de non réaliste, d'amplifiant, d'excessif, de pathologique, de malsain, de pervers, dans le sentiment de culpabilité. Donc le travail d'objectivation, c'est de voir qu'effectivement, bizarrement, il y a un décalage si j'essaye par moment, sur évidemment quelque chose qui ne me concerne pas effectivement, d'avoir un jugement froid sur l'évaluation du sujet des actes, de leurs conséquences, de l'ampleur des conséquences et de la part de culpabilité, c'est-à-dire de pouvoir réel et de lucidité au moment. Voilà. Je vois bien que ça, je suis capable de le regarder de manière objective et qu'en même temps, sur une situation moins grave, mais qui me concerne personnellement, je ne sais plus du tout juger. Donc là, je vois bien, j'objective la problématique. Et donc, j'allais dire, je décrédibilise, en tout cas, le sentiment de culpabilité. Alors, ce qui peut paraître une abomination. Certains vous diront, mais là, vous ouvrez la boîte de Pandore. La déculpabilisation telle qu'on a essayé de la pratiquer dans les années 70 n'a rien déculpabilisé du tout. Elle a simplement transféré la culpabilité. On t'a juste dit, maintenant, tu n'es plus coupable pour des histoires religieuses et toute la morale qui lui est associée, et particulièrement la sexualité. L'argent, il faut quand même faire gaffe, et le mensonge, il faut faire attention. Puis depuis, on a négocié le reste. Tu mens pas. Tu dis sincèrement ce que tu penses au moment où tu le fais.
Donc tu as grillé la ligne jaune, tu descends, le gendarme te dit « Monsieur, vous avez grillé la ligne jaune ?» Il dit « Non, je n'ai pas grillé la ligne jaune. » Et tu es persuadé, au moment où tu le dis, parce que tu es vraiment sincère, que tu n'as pas grillé la ligne jaune. Même si dans ta mémoire, il y a marqué que tu l'as grillé, mais dans le moment où tu le dis au gendarme, et tu lui montres son papier, mais j'ai vu ça, et tu dis « Je conteste d'avoir grillé la ligne jaune », alors que tu étais derrière et que tu as bien vu qu'il a grillé la ligne jaune. Et le type, il t'explique avec une sincérité touchante, et tu vois bien qu'il est en train de croire ce qu'il dit. Tu te dis « C'est pas possible, c'est de la mauvaise foi. » Non, 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 ça s'appelle de la sincérité. Et donc, c'est pour dire que la problématique qui consiste à vouloir déculpabiliser en disant « c'est pas grave », n'est pas du tout la manière de le faire, parce que c'est pas d'objectif. Vous voyez, la seule manière qu'on aurait pu envisager de faire, c'est d'objectiver. Sauf que comme objectiver, c'est très difficile de manière collective et générale, et qu'en plus c'est piraté par le sentiment de culpabilité, c'est pas très facile. Voilà. Donc après ça, il y a un deuxième travail. À mon avis, avant d'aller plus loin, c'est de s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule sortie potentielle. Donc là, il faut avoir un peu de nez, c'est l'autre. Il n'y a qu'une seule sortie possible, c'est l'autre. Après ça, on va faire plus. L'autre ne va pas suffire. Il va falloir le démonter, ce sentiment. Mais basiquement, je vois bien que je ne peux pas m'en sortir par l'auto-évaluation. Une fois que j'ai pigé ça, pour moi, c'est la base. Et donc, évidemment, là, c'est quel est l'autrui, quel est l'autre qui va accepter de coopérer au démontage progressif de ce sentiment chez moi. Vraie question. Mes parents, s'ils étaient un peu éclairés et si on établissait des partenariats éducatifs dès 5 ans et demi, pourraient travailler. D'ailleurs, je pourrais les aider aussi quand j'ai 5 ans et demi, parce que je suis pas mal, comme autre, pour essayer de les aider à démêler leur sentiment de culpabilité sur lequel ils sont complètement malades, et je le vois bien d'ailleurs quand j'ai 4 ans et demi. Puis eux pourraient m'aider à moi. Moi, c'est-à-dire en fait à m'occuper du sentiment de culpabilité erratique, non fixé sur une morale. Voilà. Et voilà. Ça évidemment, c'est génial, si on arrive à faire ça. Après ça, ça peut être des amis, ça peut être à défaut un thérapeute, enfin voilà. Donc c'est tous les autres, un coach. Voilà. Puis à la fin, on bricole avec les moyens qu'on a. Mais en tout cas, c'est l'autre. Évidemment, il faut que ce soit un autre qui ne m'en veut pas et qui ait une bienveillance heureuse envers moi. Pas simplement volontariste. Le type qui dit « Non mais je te veux du bien, juste tu m'énerves. » Mais voilà. Il faut que ça soit, si possible, quelqu'un qui ait une bonne volonté heureuse envers moi et un tout petit peu structuré, c'est-à-dire qu'il ne va pas se casser dès que ça va devenir un peu compliqué. Parce que je vais lui prendre la tête, évidemment, quand je vais commencer à lui expliquer. Dans certains cas, on peut faire ça et réciproquement, mais évidemment, il ne faut pas se prendre la tête à deux. C'est pas facile. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est faisable dans un couple, dans une relation fraternelle, dans la famille? Entre frères et sœurs, ça peut marcher. Dans le couple, c'est plus difficile. Sauf si vous avez commencé dès que vous vous êtes rencontrés. Mais bizarrement, on le met de côté, parce que comme on est amoureux, la culpabilité, on la marginalise, ça dure 3 ans au mieux, et après ça revient à la puissance 4. Parce qu'évidemment, au bout de 3 ans, on a un dossier constitué par l'inconscient culpabilisant et culpabilisateur et culpabilisé. Donc on a plein de griefs qui sont dans un dossier qui s'appelle l'anticipation du divorce et de la séparation. Non mais je rigole, vous rigolez, mais n'empêche que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la culpabilité, elle joue à fond dans la relation homme-femme. Et elle joue à fond dès que l'affectivité, la sexualité, donc le corps et toutes les humaines sont mises en jeu. Parce que t'as plus de distance presque. Donc évidemment, les mécanismes là de fuite, de se sentir mal, et que l'autre te dit que oui, que t'as tort, et que t'as pas compris que t'avais tort, et que tu sais même pas pourquoi t'as tort, mais t'as quand même tort, ça peut être merveilleux dans les endroits où ça se solutionne et catastrophique les endroits où ça s'empire. Et souvent, ça fait les deux. Le problème, c'est que l'endroit où ça s'empire finit par manger l'endroit où ça va bien. Si tu ne ferais pas une thérapie ou si tu n'as pas un autre extra-conjugal qui t'aide à faire le point. Enfin, vous me direz si vous pensez l'inverse, mais enfin, par expérience, il y a des miracles et des exceptions, pardon. Mais elles ne sont pas la règle. C'est comme les poissons volants. Ça existe, mais ça ne fait pas la règle. Et donc, après ça, le travail appuyé sur l'altérité, et évidemment cette capacité d'objectivation qui reste fondamentale, c'est le travail de démontage. Parce qu'évidemment, je peux m'appuyer sur lui, dire « mais là, qu'est-ce que tu en penses ?» Sauf que je ne peux pas lui demander pour tout. Alors bien sûr que entrer dans le jugement d'autrui, qui a de la bienveillance envers moi, mais d'avoir la grande différence qu'il y a entre la santé du jugement qu'il peut poser sur ce que je lui donne, et le caractère malsain de la manière dont je me survalorise ou sous-valorise, parce qu'il y a un mélange des deux. Parce qu'évidemment, pour compenser l'endroit où je me sens nul, il faut bien qu'il y ait un endroit où je me sente un génie, ignoré ou pas encore découvert. Parce
qu'évidemment, je ne me survalorise pas. Si à un endroit, je ne me sens pas sous-valorisé, ça n'a pas de sens. Et donc, le démontage, aidé par autrui et son regard sur moi, ça va consister d'abord à m'ancrer dans une valeur de soi, dans la valeur de moi-même. C'est la valeur de soi, le premier travail du démontage. Et comment il y a une valeur de soi? C'est à dire que je ne suis pas réductible à mes actes. Oui, le travail, il va consister, avant de s'attaquer à la complexité du truc personnel, là, parce que vous l'avez bien compris, essayez d'analyser comment ça fonctionne chez nous et qu'est-ce qu'il y en est à l'origine, on tire sur un bout de la ficelle et tous les autres vous voyez, on n'arrive pas à le démêler, le truc. Et c'est pas juste un système oedipien à 3 balles, enfin, vous voyez, un espèce de freudisme simpliste, vous voyez, qui fait que tu as ton papa, ta maman et la sexualité, tu auras compris en 3 minutes comment ça marche. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Si c'était aussi simple, ça fait longtemps qu'au bout de 6 mois de psychanalyse, tout le monde serait guéri. Et donc, il me semble que la base, c'est le fait de découvrir, et vous voyez bien, là, c'est pas seulement un travail psychologique, c'est un travail objectif, que je ne suis pas identique à mes actes. Que mes actes n'ont pas comme tels une capacité d'affecter mon être. Même quelqu'un qui pose des actes abominables, il n'est pas abominable dans son être. Il reste quelqu'un dont la qualité, enfin vous voyez, pardon, mais vous pouvez avoir une arme à feu avec laquelle vous tuez autrui, ça n'empêche que la qualité technologique de l'arme à feu, elle est intrinsèque, comme tout objet technologique. Et si ça se trouve, elle est beaucoup plus au point, et c'est un objet et une œuvre bien plus admirable du point de vue de la performance technologique que, je ne sais pas trop quoi, le chapelet mal dégrossi avec lequel vous récitez de saintes prières, par exemple. Vous voyez, il y a une différence entre la malice de l'acte n'a pas d'accès à la métaphysique de l'être. C'est extraordinaire, ça peut être souverainement révoltant, mais c'est un fait. Même le pire des salauds ne l'est pas dans son être. Ça ne justifie pas, ça ne le disculpe pas. Mais il m'apercevoir que l'être échappe à l'évaluation morale. C'est la première chose. Alors, on met un temps fou à l'accepter, ça, parce que pour nous, c'est clair que l'être, il est teinté radicalement par la qualité des actes. Erreur métaphysique, c'est-à-dire erreur totale d'appréciation. Deuxièmement, aussi mauvais que puissent être certains actes, elle ne détruit pas la capacité d'en poser des bons. Elle peut l'entraver, ça s'appelle le vice. Quand je peux durablement m'installer, mais c'est rare de s'installer délibérément, de manière acharnée et systématique dans le vice. Parce que pour ça, il faut réussir à supprimer. Voilà. Si on arrive à le faire dans certains domaines, c'est rare d'arriver à le faire dans tous les domaines. Et donc, il y a une valeur qui demeure de la personne. Je dis ça parce que c'est très frappant de voir certains avocats, vous savez, qui accompagnent des gens qui ont vraiment commis des choses abominables, ne peuvent le faire que s'ils se sentent capables d'essayer d'aller chercher la part d'humanité qu'il y a dans la personne. Et ils vous disent tous qu'il y en a une. Elle est des fois extraordinairement opaque d'accès, et des fois ils ont un mal fou à essayer de la percevoir. Mais ils vous disent que ce qui est très dur, c'est de la pressentir sans réussir à la percevoir. Dans des cas extrêmes. Deuxièmement, alors de manière plus large, c'est que la valeur de l'intention n'est pas réduite à néant par la valeur négative des actes. D'accord ? Que ponctuellement ou même de manière répétitive, je pose des actes négatifs, ne veut pas dire que mon intention est perverse. Autrement dit, j'apprends à distinguer ma manière d'agir par faiblesse, que ce soit la peur, la cupidité, tout ce que vous voudrez, et la manière d'agir par malice, qui est quand même moins courante. Donc vous voyez, il y a une espèce de... Et l'autre m'aide à voir ça. Voir que c'est pas parce que le sentiment, les actes qui me mettent dans un sentiment de culpabilité, ou les attitudes, ou les situations qui me mettent dans un sentiment de culpabilité, et donc de négativité de mon être, sont très intenses, que pour autant je peux leur accorder crédit. Donc vous commencez par, le travail grâce à autrui, c'est de commencer par regagner sur la dignité de l'être, puis la dignité de l'intention, et puis aussi la dignité de certains actes. C'est pas parce que tous mes actes ne sont pas bons que la malice d'un acte invalide tous les autres. C'est de reconquérir empiriquement sur la valeur objective, positive et même bonne, non seulement de ma personne, de mon intention et de mes actes. Et puis, et ça n'est pas facile, c'est d'essayer après ça
comment dire ça, d'évaluer, là encore avec l'aide d'autrui, une certaine objectivité de la faute. Donc d'arriver à voir qu'effectivement là, travailler. Alors, sauf que ce qu'il faut ajouter, c'est que autant l'évaluation sur le bien est presque toujours faisable, autant l'évaluation sur la culpabilité n'est toujours que probable. Autrement dit, le mal, alors on n'a pas le temps d'en faire la démonstration, mais le mal n'a pas de causalité propre, y compris un acte négatif. Il n'a jamais qu'une seule cause, un acte négatif. Et donc, on n'évalue pas du tout de la même manière un acte positif et un acte négatif. Un acte positif, on peut l'évaluer avec certitude et évidence. Le fait que j'ai une part de responsabilité dans l'acte, dans la négativité de l'acte, le fait que j'ai même sans doute une part de culpabilité dans la négativité de l'acte, ça va. Quel est ce degré? Extraordinairement impossible en fait. Impossible. Je peux avoir une probabilité, mais c'est jamais possible de manière fixe. Comment puis-je être transparent? Et comment d'ailleurs quelqu'un d'autre pourrait me juger de manière transparente sur les motivations de mon inconscient, d'où il vient, qu'est-ce que j'ai vécu, quelle est l'histoire de mon existence, quelles sont les causes, vous voyez, les héritages transgénérationnels, quel est l'impact de la culture dans laquelle j'ai grandi, qu'est-ce qui est lié aux circonstances ponctuelles? Comment je peux évaluer tout ça? Vous voyez, quitter le narcissisme de l'individu tout-puissant. Arrêter de croire que mes actes ne sont que le fruit de ma décision. Non pas pour diluer ma culpabilité, mais pour arrêter de croire à la capacité de la juger avec certitude. J'ai à la juger, qu'il y en a une, qu'elle me semble plus ou moins grave, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. C'est marrant, hein, là-dessus, je pensais à l'Église, dans sa présence, dit en gros, tu n'as que deux catégories de péché, véniel ou mortel. Le truc qui te fait rentrer dans une logique d'autodestruction durable, le truc qui est juste avant ça. Tout ce qui est avant ça, du plus anodin au presque grave. C'est pas bête d'avoir que deux catégories. Le truc qui te fait partir en vrille et l'environnement avec, c'est-à-dire le truc grave. Et puis, alors le truc grave, il peut être volontaire ou involontaire. C'est pas facile toujours de savoir quel est mon degré de responsabilité, surtout quand c'est à causalité multiple, parce qu'il y a plusieurs personnes concernées. Et puis ensuite, il s'agit d'essayer de s'attaquer, c'est le plus difficile, c'est le boulot du thérapeute, la plupart du temps, au mécanisme du sentiment. Donc en gros, de voir est-ce qu'il y a des événements clés dans ma vie, ou des images clés, des idées clés, des représentations clés dans lesquelles je suis enfermé. Ça s'appelle détruire les idoles. Une fois que j'ai identifié que j'ai des espèces de fausses certitudes qui sont imprimées en moi, j'arrive à les cracher sur la table, les fausses certitudes, je peux les avérer comme des fausses certitudes, donc comme des mensonges, et les refuser. Donc, vous voyez, externaliser, puis éliminer la fausse, enfin, comment dire ça, la représentation exemplaire. Vous voyez. Donc ça, évidemment, vous en doutez, c'est un processus qui est d'autant plus long que l'ampleur et la profondeur du sentiment de culpabilité et sa puissance destructive est enracinée en moi. Voilà. Et donc c'est très difficile d'évaluer là. Il dirait à quelqu'un, ouais, non mais quand même, ça fait 20 ans que tu te balades avec ça, il serait temps de t'en débarrasser. Facile à dire. Qui peut juger là aussi la capacité réelle que l'on a à s'en sortir? Vouloir s'en sortir, c'est déjà beaucoup. Prendre humblement les moyens par lesquels on va s'en sortir, c'est encore mieux. Après ça, prétendre qu'on aurait pu aller plus vite, vous avez bien de la chance si vous êtes capable de l'évaluer. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est le dernier élément, puis je vous laisserai poser des questions, c'est tout ce qu'il y a de ce que j'appelle l'antidote. Alors, je vous l'ai dit, valorisation de soi, s'apercevoir que je ne peux pas transposer la valeur d'un acte sur la valeur de mes actes, je ne peux pas transposer la valeur de mes actes sur la valeur de mon intention, et je ne peux pas transposer la valeur de mon intention sur la valeur de mon être. Mais évidemment, il faut travailler dans l'autre sens. C'est-à-dire que la lutte radicale contre le sentiment de culpabilité, c'est de développer l'intelligence du bien. Et je dirais même que le sentiment de culpabilité ne se développe que sur la base d'une inintelligence du bien. Comment ça se développe l'intelligence du bien? Pas par des exemples, les saints, les héros et tous ces bidules-là. Par l'expérience empirique mise en évidence et mise en lumière par un aîné qui s'y connaît un peu mieux que moi, sur ce que c'est que les degrés de bonté. La bonté sensible, la bonté affective,
la bonté spirituelle, bonté cognitive, la bonté qu'il y a à connaître les choses comme elles sont, puis la bonté de la relation. Et donc il y a tout un travail à faire sur, comment vous dire ça, l'intelligence pratique et l'expérience, l'ancrage de l'expérience du bien. Et l'apprentissage à mobiliser l'essentiel de mon énergie à la recherche du bien plutôt qu'à l'évitement du mal. Et à la recherche de l'intelligence du bien plutôt qu'à la recherche de l'évaluation du mal. Parce que ça va ensemble. Inutile de vous dire qu'on est dans une civilisation qui est obsédée par le mal. Il suffit que vous regardiez un catalogue des films des 2 derniers mois et vous n'avez plus aucun doute sur la question. On est obsédé par le mal. Toutes les formes du mal. Par contre, la subtilité de l'inventivité du bien, ça ne nous arrache pas dans les romans et les films contemporains. Ou alors c'est des trucs un peu nunuches, Walt Disney, Sissi l'impératrice, enfin oui, mais on admet d'ailleurs qu'à partir de 4 ans et demi, c'est ridicule. Non mais c'est vrai, demandez-vous, la dernière fois que vous avez vu un film dont le propos essentiel est la mise en lumière éclatante et bouleversante de la bonté humaine. Pas un truc à la Walt Disney, hein. Du style, si on avait été gentil, qu'on se serait bien entendu, un jour ça aurait été merveilleux. Pas courant. Alors en France, laisse tomber, alors ça, il faut remonter à très. Si, c'est pas vrai. Tous les soleils. Un film qui s'appelle, je crois, ça s'appelle comme ça. Tous les soleils. Bon, c'est filmé avec des acteurs italiens. Un acteur français, pour lui faire jouer le bien, c'est très difficile, il faut le faire jouer à contre-exemple. Enfin, il ne sait pas bien où est-ce qu'il faut qu'il aille chercher, parce que pour nous, être bon, c'est être un peu brave, et être brave, c'est un peu débile, être un peu niais, donc c'est nul. C'est vrai. Quelqu'un qui n'est pas dans l'acidité critique, c'est un ignorant ou un pervers potentiel. Non ? C'est un naïf. Nos meilleures années, allez voir nos meilleures années. Extraordinaire film italien sur la bonté humaine. Tout le film est sur l'amitié, la fraternité. C'est rare. Ça n'empêche pas d'être tragique, mais c'est un film sur le bien. Et pas sur le bien idéalisé, parce que vous voyez, faire un truc à l'américaine, sur à la fin, finalement, happy end, c'est bon, mais ça, c'est du bidon, quoi. Tout le monde était dans le mal, dans l'horreur, t'as désespéré d'humain, et à la fin, oups, t'inquiète pas, ça va s'arranger sur la fin. L'intelligence du bien, guetter tous les endroits. Il y a des milliards d'endroits par jour, hein, évidemment, où on peut cultiver l'intelligence du bien. Ce qui aide aussi, c'est de descendre un peu plus profond sur le fait que le bien m'échappe. C'est-à-dire que le bien nous travaille à un endroit qui n'est pas la conscience égocentrée de nos actes. Autrement dit, le bien n'est pas quelque chose que je possède, mais qui me traverse. Et donc finalement, nous sommes beaucoup plus conscients du mal que nous faisons, même si nous ne sommes pas toujours conscients du degré de culpabilité ou de responsabilité que nous avons sur lui, que du bien que nous accomplissons. Parce que le bien est au niveau de l'être. Donc, vous voyez bien, il est... Comment vous dire ça ? Il n'y a pas de mise en scène dans le bien. C'est de l'ordre de l'être. Dans le mal, il y a la mise en scène, c'est du contraire. La négation nous est beaucoup plus connaturelle quand nous voulons nous mettre en valeur nos actes que le positif. Dire « il n'en est pas question » vous permet de vous auto-affirmer bien plus que « bien sûr, d'accord ». Non ? Si vous dites « je suis d'accord », vous avez un sentiment d'auto-affirmation nettement moins fort que si vous dites « c'est lamentable, je suis contre ». Non ? Alors que vous dites « c'est merveilleux, je suis d'accord », vous vous demandez même d'ailleurs si vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en train de rien faire. Non ? Si vous dites « c'est génial, je suis d'accord », vous êtes juste en train de laisser faire, non ? Et en laissant faire, vous vous sentez finalement peu acteur. Alors que quand vous dites « non », là vous vous sentez acteur. L'homme qui a dit « non », non, c'était ça le truc de Hossein sur De Gaulle. T'as les gens qui disent « oui », on les met rarement en scène, hein. En plus, il paraît que politiquement, tu peux dire non fortement qu'une fois. Donc tu critiques tout le temps sans jamais dire non, tu dis non une fois. Tu dis jamais oui. Sauf au vote des électeurs à ton profit. Et donc concrètement, développer cette intelligence du fait que le bien a une manière de se diffuser qui transcende la conscience que nous avons de nos actes. Le bien est moins visible, plus discret, plus profond, plus fécond dans la durée, moins efficace, moins perceptible, moins metteur en scène,
vous voyez que je peux m'approprier, qui n'est pas de l'ordre de l'avoir. Vous voyez, je peux très peu m'approprier le bien. Je peux m'approprier des résultats. Regardez ce que j'ai fait. Mais que tes enfants soient heureux, tu ne peux pas te l'approprier. Ça ne s'est pas fait malgré toi. Mais tu n'en es pas la cause. Tu as juste laissé faire, tu as accompagné. Alors que tu te culpabilises de tout ce qui a raté chez eux en pensant que c'est ta faute. Bizarre, non? Plus radicalement, mais on ne va pas le faire cette fois-ci, il y a une intelligence de l'existence qui est faussée chez nous. Le sentiment de culpabilité, parce qu'il est vieux, vous l'avez compris, vrille la perception élémentaire que nous avons de l'existence. Le sentiment de culpabilité engendre en nous la fausse certitude que la vie, ça consiste de manière menacée à en profiter un maximum en essayant d'être récompensé un jour du fait que ça n'a pas toujours été facile. Alors vous avez ceux qui veulent être récompensés tous les soirs, ceux qui veulent être récompensés toutes les fins de semaine, ceux qui veulent être récompensés à la fin pendant les vacances, ceux qui veulent être par 5 semaines de congés payés, ceux qui veulent être récompensés à la retraite, ceux qui veulent être récompensés pour la vie éternelle ou dans 15 vies successives, c'est pas grave. Mais le mécanisme, il est le même. Il faut que tu arrives à profiter dans la difficulté de l'existence pour un jour avoir enfin du bonheur. Et d'ailleurs, c'est le plaisir dont tu vas pouvoir jouir de manière égocentrée, que ça soit maintenant ou dans l'éternité, parce que maintenant tu peux en baver un max, mais c'est pas grave, pourvu que tu puisses en jouir de manière égocentrée après, ou à la retraite, ou à la fin de l'année, ou à la fin du mois, à la fin de la semaine, ou à la fin de la journée, ou à la fin de l'heure. Et donc ça me donne une représentation de l'existence que je dirais tragique, qu'on s'est inventé tout seul, que le sentiment de culpabilité nous suggère, qui est suggéré par nos peurs. Et donc bizarrement, vivre, ça ne consiste pas déjà à avoir la joie d'être. Mal barré. Déjà, il faut faire. Et faire des choses importantes. Faire, jouir, faire, fabriquer, obtenir, avoir, pouvoir, ça c'est l'essentiel. Bah, c'est bon, tu as raté le départ. Tu as raté le départ qui s'appelle être. Et avoir la joie d'être, sans rien faire, sans rien avoir et sans rien pouvoir. Alors, on l'a raté au début, peut-être qu'on l'aura à la fin. Quand on pourra plus grand-chose, quand on aura plus grand-chose, quand on saura plus grand-chose, quand on pourra plus qu'être. Mais c'est dans une phase quand même un peu, pas cool quoi. Vaut mieux le choisir de l'avoir avant d'avoir tout perdu, plutôt que d'attendre d'avoir tout perdu pour n'avoir plus que ça à faire. Vous voyez, pour faire ça. Parce que ça n'empêche pas d'avoir, d'être. Ça relativise l'avoir. Ça n'empêche pas de pouvoir d'être. Ça relativise le pouvoir. Ça n'empêche pas de faire non plus. Ça relativise le faire. Donc c'est pour dire juste que la culpabilité surenchérit de manière originelle en nous des choses qui sont secondes et qui n'ont d'ailleurs de valeur profonde que par le point de départ que nous ratons. Voilà. Donc si la vie c'est faire, pouvoir, avoir, eh ben ça sera toujours de manière malheureuse, avec simplement un petit peu de bonheur à la marge. Par contre, si c'est être, culpabilité peut rien sur l'être. Père dominicain, un parti aussi qui s'appelait le Père Emmanuel, disait, de manière théologiquement un petit peu fausse, mais c'est pas grave, vous comprendrez, si je devais être damné, il y a un plaisir et une joie que jamais Dieu ne pourrait m'enlever, c'est la joie d'être. Pas mal. C'est faux, hein, mais parce que... Non pas parce qu'on va pouvoir la lui retourner, mais parce que être en enfer, c'est se détester soi-même. C'est tout. À vous les questions. Dans le côté positif que vous avez abordé dans la deuxième partie, je me demande s'il n'y a pas une pédagogie du pardon. Est-ce qu'en notant la culpabilité de quelqu'un qui est en face de moi, je me débarrasse pas aussi de la mienne parce que je peux comprendre qu'elle peut être enlevée par quelqu'un d'autre, ou dans la pédagogie que j'ai reçue du pardon,
est-ce que j'ai pas appris à me déculpabiliser par quelqu'un d'autre qui me conduit sur cette voie? Alors, si je me situe à un niveau humain, il n'y a pas de pardon humainement. Il faut être très clair. Pourquoi? Parce que je ne peux pas revenir sur la négativité de mon acte. J'ai aucun pouvoir. Aucun être humain n'a ni pouvoir d'être pardonné par qui que ce soit, ni de pardonner qui que ce soit. Je n'ai pas non plus de pouvoir sur la négativité de l'acte qu'on a posé envers moi. Donc la négativité de l'acte, je ne peux rien faire. Ça peut vous désespérer, mais c'est un fait. Okay? Tu as cassé le carreau, tu lui as pété la gueule, tu l'as tué, c'est fait. Par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de réparer les conséquences, pas l'acte, les conséquences. Donc on est sur les conséquences. Plusieurs types de réparation. Premier niveau de réparation, déjà, enfin si c'est moi qui ai causé l'acte négatif, première règle de réparation, c'est déjà d'essayer d'arrêter de poser des actes négatifs. Okay? Transformation morale. Deuxièmement, je peux essayer, si j'en ai le pouvoir, de réparer les conséquences, pourvu qu'elles soient matérielles. Troisième stade, je peux me considérer débiteur durable envers la personne que j'ai offensée. Et ce que je peux faire de mieux, c'est si la personne accepte effectivement de me demander des choses réparatrices, d'entrer dans une réparation et de l'autre et de moi, dans une co-réparation. C'est ce qu'on peut faire de plus. Le plus élaboré de la manière de traiter les conséquences, le négatif d'un acte, c'est de traiter les conséquences négatives de l'acte, et là où on peut aller le plus loin, alors c'est ce que les gens appellent le pardon, mais ce n'est pas le pardon au sens rigoureux, c'est de travailler sur la réparation des personnes. Évidemment, mais il faut que l'offensé accepte. De contribuer à ma propre réparation, et qu'éventuellement je puisse contribuer à la sienne. Ça c'est possible, ça s'appelle la réconciliation. D'accord ? Et ça c'est ce qu'on appelle humainement le processus de pardon. Sauf qu'il faut être clair. Le pardon au sens strict, dont il est question dans le judéo-christianisme, parce qu'il n'y a pas de pardon dans le judéo-christianisme, il ne porte pas là-dessus. Il porte sur la possibilité d'agir sur la négativité de l'acte. Et ça ne relève pas des hommes. Il faut être très clair. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus est condamné à mort pour avoir prétendu pardonner. Ça, c'est la seule chose qui ne peut pas s'arroger. Ça relève de Dieu. On ne pardonne pas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Vous voyez, donc c'est de travailler sur... Parce que œil pour œil, dent pour dent, ça dit bien la grandeur... voilà. À défaut de pouvoir réparer, la seule manière de réparer, c'est de se venger. Non. Puisque tu ne vas pas pouvoir me rendre mon œil, ben, je te crève le tien. Il y a quelque chose de sain. Ça fait peur, mais c'est sain, S-A-I-N. Non, tu ne peux pas me le rendre mon œil. Tu peux me payer tout ce que tu voudras, tu ne me rendras pas mon œil. La seule chose que je peux maintenant, c'est que moi je vais te crever le tien. Et là on a égalité. Bizarre, hein? Alors on dit c'est complètement malsain. Non, non, c'est pas malsain. C'est insatisfaisant, totalement insatisfaisant, mais c'est pas malsain. Ça me donne ce que c'est que le côté vertigineux de la négativité de l'acte. C'est ça, c'est pour ça que les hindous sont pas bêtes avec leur histoire de roue là, du samsara. C'est une question, alors elle est pas, vous allez me dire, je ne veux pas m'embêter ça dans la vie quotidienne, sinon je vais me mettre à aller mal. Mais dans du recul, vraiment, vous voyez, sur ce que c'est que les actes humains, c'est une vraie question. C'est la question, vous savez, de ce qu'on appelle la deep écologie, qui dit qu'il n'y a qu'un seul problème dans le cosmos, c'est l'humain. Il est seul à pouvoir poser des actes négatifs. Toutes les autres créatures, elles vont à leur fin, sauf par accident. Le lion n'est pas là en disant « je vais lui faire une vacherie à la gazelle, je vais la bouffer ». Non. Et en plus, si je la mange tranquillement, ça va lui faire encore plus de mal. Très étonnant ça. Alors, c'est faux, hein, mais c'est pour comprendre. L'humain, là-dessus, a quelque chose qui fait qu'effectivement, la négativité n'a été introduite dans l'univers que par l'humain. Et il y a une négativité sur laquelle, par lui-même, il ne peut rien. Je vous dis, après ça, je peux l'admettre et arrêter de spéculer là-dessus, et me dire, bon, ok, mais ça, c'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de faire ce sur quoi je peux agir, c'est-à-dire les conséquences. Et là, le plus élaboré, le plus admirable, c'est la co-réparation. Et alors, ça, c'est très vrai. C'est que la co-réparation, ça me libère de la culpabilité. D'accord ? Parce que ça me fait travailler d'abord sur l'objectivité du mal que j'ai commis à autrui, et sur le fait que cette objectivité, elle n'est pas fatale. Parce que pour parler autrement, je ne suis pas enfermé dans la négativité irrémissible de l'acte. Je ne suis pas enfermé là-dedans. Au contraire, je pourrais même dire, cette négativité de l'acte sur laquelle je ne peux rien, elle peut être l'occasion d'un bien admirable. Non ? C'est ce qu'on essaie de faire tous les jours dans la vie familiale.
Le fait que tout d'un coup, tu as pété un plomb et tu as injurié l'autre, tu ne peux pas revenir dessus. Par contre, ça peut être l'occasion de mieux se comprendre, de se réconcilier, de s'aimer, on va dire de se pardonner, si vous voulez, au sens large du terme. Mais voilà, il faut être précis sur le langage, parce que ça vient du langage religieux, le mot pardon. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux parler de réparation réconciliante. Et même de résilience féconde. C'est que paradoxalement, vous avez des gens qui, dans ce processus-là, vont transformer leur vie, et du côté de l'offensé, et du côté de l'offensant. Voilà, parce que l'offensé n'est pas resté sur la négativité de ce qu'il a subi, et accepté d'entrer dans un processus de réparation de ce qu'il a subi, du mal qu'il a subi. Donc même s'il n'en est pas coupable, il va essayer de faire, avec la responsabilité qu'il a de faire quelque chose pour lui-même. Et l'autre de son côté. Alors c'est encore mieux quand c'est ensemble. Hein. Et là, effectivement, c'est très étonnant. Alors, quelles sont les vertus particulières de ce qu'on appelle la résilience? C'est l'espérance, je pense. Précisément, ça vient lutter contre le sentiment auquel cède et qu'entretient le sentiment de culpabilité. C'est le fait que la négativité est plus puissante que le bien. On pourrait presque dire ça. Que finalement, seule la co-réparation et la réconciliation, alors vous voyez à l'échelle de la planète le boulot qu'il y a à faire, peut est véritablement une certaine preuve dans l'espace et dans le temps que la négativité peut être vaincue et compensée, non pas annulée, mais compensée, au contraire, par une créativité dans l'ordre du bien. Parce que c'est vrai que là où la créativité dans l'ordre du bien est la plus admirable, c'est sur la réconciliation nationale. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud en partie. C'est ce qu'on n'a pas encore réussi à faire avec l'Algérie, par exemple. Prenez des exemples. Est-ce que vous pensez qu'une sanction, quelle qu'elle soit, est un minimum de chance de soulever la culpabilité ou de la réduire? La sanction, elle a plusieurs fonctions. Il y a les sanctions préventives, c'est celles que l'on inflige aux enfants. Et donc, elles ont une fonction symbolique. C'est là qu'il ne faut pas se rater. Je pense que chez un enfant... Vous voyez, en gros, on est passé d'une manière univoque dans la symbolique des sanctions, c'est-à-dire on te tape avec les doigts, avec la règle sur tes doigts, on te met un bonnet d'âne ou tu as des coups de fouet ou des coups de cravache, qui est quand même une intelligence éducative qui est moins l'infini. Ne t'inquiète pas mon petit chéri, je vais t'expliquer, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de sanction, donc du coup l'enfant n'enregistre absolument rien de la réalité du mal. C'est une catastrophe aussi. La grande question, c'est comment avoir une sanction qui n'est ni humiliante, qui est signifiante, qui aide l'enfant à comprendre la réalité du mal. Je prends un exemple parce que moi, je n'ai pas réfléchi là-dessus, parce que je me dispense d'avoir je me fais l'économie d'avoir des enfants, même si... mais je vois bien que c'est une difficulté pour vous, ou ça l'a été pour vous. Un exemple qui me semblait admirable, c'est celle des mères indiennes, pour punir leurs enfants, sortent de la pièce. Pour punir leurs enfants, sortent de la pièce. Donc les privent de leur bien le plus immédiat, qui est elle, de manière provisoire. C'est pas bête. L'expérience que le mal, ça aboutit à la privation du bien. Je trouve ça pas mal, moi. Et donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut sanctionner. Sur la privation du bien. Alors il y a la sanction, je vous dis, la sanction qui se veut symbolique, il y a la sanction qui se veut neutralisante. C'est pour éviter que la personne recommence. Vous la mettez en prison, vous la mettez sous médicaments, vous la mettez sous camisole, ou vous la tuez si vous ne savez pas faire autrement, par condamnation ou... faites comme Mesrine, vous faites intervenir la police à défaut d'avoir la guillotine. Bon, pas mieux. Donc vous trouvez des manières, vous pouvez supprimer les gens psychiquement, même s'ils ne sont pas morts physiquement, mais voilà. Donc ça s'appelle les sanctions. Vous pouvez diminuer les droits de quelqu'un. Et puis vous avez un autre élément, qui est la sanction comme justice. Vous voyez, moi je les différencierais. Sanction symbolique, sanction neutralisante, sanction qui est de l'ordre d'imposer à autrui réparation. Je ne suis pas certain que d'être enfermé 10 ans, ça répare vraiment d'avoir tué quelqu'un, la personne qui est morte, ou même ses proches. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière de réparer. Vous voyez, donc là-dessus, il y a une vraie question. Comment est-ce que imposer une sanction réparante?
au moins matériellement, au niveau de la justice sociale. Voilà, je pense que c'est une vraie question. La sanction, par exemple, comment on appelle ça, là, les travaux d'intérêt général. Ça, c'est intelligent comme sanction. Et donc, donc la sanction, je vous dis, elle est là donc pour signifier la justice, celle que je dois, pour signifier le bien et le mal, puis pour signifier la justice, pour exercer la justice de manière contraignante à défaut de pouvoir faire mieux, ou pour rééduquer, enfin pour établir la justice et pour essayer de rééduquer la justice. Pour moi, c'est tout ça les sanctions. Je pense qu'elles ont des vertus, oui. Dire soi-même, quand tout d'un coup, je ne sais pas trop quoi, alors on ne va pas se sanctionner nécessairement sous une forme punitive bête, mais si vous vous apercevez qu'il y a des circonstances où vous faites n'importe quoi, où vous dites n'importe quoi, vous allez quand même essayer de vous surveiller, non, voire de vous fliquer un peu. Alors ce n'est pas des sanctions, vous savez, mais ça s'appelle des sanctions, non? Quand vous avez un flic qui suit quelqu'un toute la journée, c'est comme un bracelet qui fait tic-tic-tic quand ça ne marche pas. On fait ça avec soi, non? Vous savez qu'au bout du 3e verre, vous commencez à dire n'importe quoi et vous avez plutôt l'alcool méchant. Bah, vous essayez de surveiller à partir du 2e, non? Vous vous sanctionnez par l'interdit du 3e. Ça, c'est simple. Donc, on se sanctionne soi-même. C'est-à-dire que, voilà, on essaie de... Les choses que l'on n'arrive pas à choisir par bonne volonté prudente et heureuse, on est bien obligé d'essayer de se les choisir quand elles ont des conséquences relativement néfastes envers autrui, par obligation. Ça me semble assez simple. On décide que la personne qui conduira ce soir sera celle qui n'a pas bu. Même si les 4 autres aimeraient bien conduire. Sanction. D'ailleurs, on conduit encore, enfin, on a encore plus de joie à conduire quand on a bu chez certains. La sanction, c'est que non. L'un, pour pouvoir contribuer à l'ensemble du bien commun, nous nous sanctionnerons, l'un en ne buvant pas, c'est génial s'il n'aime pas ça, et les autres en ne conduisant pas. Donc, je pense qu'il faut comment vous dire ça? Alors, nous, les générations depuis 45 ans, là, on est des traumatisés de la sanction, parce qu'on a quelques restes de la sanction punitive, arbitraire, violente, et voilà. Je pense qu'il faudrait la réintroduire intelligemment. On pourrait dire d'ailleurs que la non-intégration de la sanction aboutit à de la non-éducation. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles je vous dis je peux me raisonner, exercer prudentiellement, puis il y a des choses, il vaut mieux que je me l'impose bêtement, puis il y a des choses, je n'arriverai même pas à me les imposer bêtement, celles-là, il faudra bien que je fasse avec. Mais tout ce que je peux m'imposer bêtement, puisque de toute façon je ne suis pas capable d'y consentir avec bienveillance et générosité, ben, autant que je me l'impose. Ou que je demande à autrui de m'aider. Vous savez, quelqu'un qui vous tape sur l'épaule quand tu commences à vraiment dire trop de mal globalement des gens là à la table. Les repas de famille, c'est juste la petite cloche là pour dire ok, ça, on n'en parle pas. En plus, les sanctions, quand elles ne sont pas objectivées, se font sous forme de lynchage collectif. Et donc elles ne sont plus objectives, les sanctions. Et à ce moment-là, la logique du bouc émissaire et le côté malsain de la culpabilisation et de la culpabilité circulent à fond. Par contre, vous voyez, voilà, évaluer les sanctions justes, c'est pas facile. Qui d'ailleurs, c'est un peu comme la gravité de la faute, hein. Qui peut véritablement prétendre que la sanction était juste? Licencier quelqu'un, lui proposer d'aller dans un autre service, le punir pour faute grave, enfin voilà. Parce qu'il y a la personne, puis il y a les circonstances, puis hein, c'est jamais très très facile. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a un moment donné où pour le bien commun, il faut montrer qu'il y a une limite objective. La ligne jaune a été franchie. « 90% des pays n'ont pas de problème avec ça. Hein. La France, si. Nous, on aimerait, les Français n'aiment pas la sanction. Ils voudraient tout faire par générosité éclairée, tout en faisant ce qu'ils veulent par-dessous ou à côté. Ce que dit André Comte-Sponville, c'est que il est obligé d'être reconnaissant à M. Sarkozy. Il dit « J'ai été obligé d'être reconnaissant 3 fois dans ma vie à M. Sarkozy de manière directe, parce que je me suis fait flasher 3 fois 150 km/h,
Et que finalement, sans les radars, il n'y a rien, y compris l'amour de mes enfants, rien d'autre de la moralité que pourtant j'essaie de développer, de ma philosophie. Rien ne m'a obligé à réduire ma vitesse comme les radars. Humiliation profonde, obligation de reconnaître, de remercier M. Sarkozy d'avoir augmenté les radars, voilà, et admission du fait qu'à un moment donné, la sanction est, pour certaines de nos dimensions de notre personne, le dernier recours avant n'importe quoi. C'est difficile à admettre. Hein. La carte bleue, les dépenses au moment de Noël, enfin, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas avec les mêmes trucs là, mais les dérapages verbaux ne sont pas du même type, enfin, les excès d'humeur, voilà, mais. Je me sens un peu coupable de poser une deuxième question. Et sur le côté négatif, vous avez développé donc le côté envahissant, le côté détruisant de la communauté, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté qui est rempli de bien-être, de se sentir coupable et finalement un peu comme tout le monde, et donc finalement quand on tombe dans une faute, c'est un peu normal, c'est un peu rassurant. Est-ce qu'il n'y a pas un côté pas positif, mais vu de l'intérieur, ça a l'air positif d'être coupable? À première vue, ça pourrait paraître sympathique. C'est comme s'il y avait une espèce d'auto-punition par le sentiment, vous savez. Mais c'est complètement hypocrite. Parce que le sentiment de culpabilité, il peut aussi très vite passer. J'ai eu mon moment de culpabilité, donc au fond, j'étais pas bien, c'est comme si j'avais été puni, puis c'est bon maintenant, ciao. Non, le sentiment de culpabilité, vraiment, je pense qu'il n'a rien de sauvable. Rien. Je pense qu'il n'est pas sauvable, ce sentiment. Il n'y a rien de positif en lui. Je vois rien de constructeur, je vois rien d'éclairant, je vois rien de juste. Et je lui dis, à part cette espèce d'hypocrisie complète, qui est que, oui, là au moins, je me suis fait un bon flip de culpabilité, et donc c'est bon. Comment on dit ça solde de tout compte. Mais un moment de culpabilité, comme vous direz l'autre, il s'est vite passé par certains côtés. Celui que vous mentionnez, c'est celui qui est vite passé. C'est comme la honte. Non, je vous dis, ça n'engendre même pas un souci d'objectivité. Et donc je pense que vraiment, on peut rien en faire. Par contre, de nouveau, l'intériorisation du regard d'autrui, sans annuler le mien, mais l'intériorisation du regard d'autrui quand il est bienveillant et exigeant est la seule manière de me rééduquer. Ça, j'en ai la conviction profonde. Et de me libérer réellement du sentiment de culpabilité. Parce qu'au bout d'un certain temps, quand même, on se rééduque. Alors, me dire, ça ne règle pas la question de l'acte négatif. Non, c'est plus facile de savoir que quelque part, on est aussi pardonné, mais à un autre niveau. Ça, c'est complètement libérateur. Mais sur la logique humaine, il n'y a vraiment que l'intériorisation en confiance de quelqu'un qui n'est pas Dieu Tout-Puissant, hein, qui n'est pas infaillible dans son discernement, mais qui accepte d'être un partenaire du discernement. Qui fait qu'au moins, l'évaluation de moi-même, je la remets à autrui. Encore une fois, ce n'est pas de manière aveugle, hein, mais je ne l'élabore pas seul. Je pense qu'il n'y a que ça. Et d'ailleurs, si on sent bien qu'on a besoin de ça. Même indépendamment du sentiment de culpabilité, c'est aussi ce qui est libérateur de la peur. La peur de se tromper, la peur de prendre des risques. Parce que le sentiment de culpabilité peut me faire régresser, qui fait que je ne prends même plus de risques. C'est d'avoir une vie qui est la plus éteinte possible ou la plus minimaliste possible, parce que je veux me sentir bien avec moi-même. Et vous pouvez réduire votre espace d'existence, ça arrive, il y a des gens qui vieillissent avec un espace d'existence qui rétrécit parce qu'ils se sentent de plus en plus, dès qu'ils franchissent un tout petit peu de marge, ils ne se sentent pas bien parce qu'ils ne sont pas sûrs que ce qu'ils font, ça finit par vous ratatiner. Donc de nouveau, la seule chose qui est libératrice, c'est vraiment le regard d'autrui. On le voit un tout petit peu dans le sport ou dans l'art. Comment est-ce qu'un vrai maître peut être désinhibant ? Sauf que la différence, c'est que dans l'art ou dans le sport, le moment où le maître m'a désinhibé, j'ai acquis une liberté qui n'est pas réversible. D'accord ? Sauf que dans l'évaluation de moi, même si je deviens au bout d'un certain temps, grâce à autrui, libre du sentiment de culpabilité, je ne pourrai jamais être libre de l'autre. Parce que précisément, je ne pense pas qu'un acte humain puisse être véritablement évalué par nous-mêmes. On a des éléments, mais précisément, c'est trop riche, c'est trop complexe.
Je ne peux pas être à la fois à la place de moi, à la place de l'autre, et en même temps arbitre. Comme on dit de temps en temps, je ne peux pas être juge et partie. Non pas que le tiers soit juge, c'est la personne qui m'aide, elle n'est pas juge, mais elle joue un rôle de tiers. C'est d'ailleurs une belle figure de Dieu, au sens Dieu devrait être ce face-à-face et ce tiers qui vient m'aider à me sortir de l'auto-évaluation négative ou de la surévaluation orgueilleuse de moi-même. Et pas au contraire celui qui en rajoute à la punition transcendantale et au jugement transcendantal qui fait de toute façon qu'à la fin, comme quand même nous l'a mis dans la peau la phase 16e, 19e siècle et protestante et catholique, donc on l'a tous dans la peau, et les juifs c'était la même chose, donc on a tous 3 siècles là dans lesquels finalement potentiellement on est tous des pourris et que de toute façon à la fin, globalement ce qu'on fait c'est plutôt globalement négatif quoi. Et qu'à la fin, tu vas voir comment tu vas... Alors, la seule chose qui est tu peux souffrir d'être nul, ça va peut-être te gagner des points pour la fin. Ça, on l'a inscrit dans l'inconscient profond. Hein. Et c'est profondément pervers. Que c'est Dieu qui vient caution du sentiment autodestructeur de la culpabilité, c'est l'horreur. Moi, je me souviens très bien, je suis allé faire pèlerinage... Enfin, pardon, c'est significatif. Une balade de 3 jours avec des chefs d'entreprise au désert. Le matin, je disais la messe avant que tout le monde se réveille. Puis un beau jour, au bout de 3 jours, c'est normal. Quand tu es avec des chefs d'entreprise, le premier jour, ils te racontent toutes leurs victoires, qui sont les number one et tout ce que tu voudras. Le deuxième, ils commencent à t'expliquer comment est-ce qu'on pourrait vendre le désert pour en faire un parc d'attractions. Puis le troisième jour, ils n'ont plus rien à dire. D'accord. Et là, tout d'un coup, ils te disent, bon, mais alors à Dieu dans tout ça, c'est pas du tout le sujet du séminaire, hein, mais parce que quand même le désert, c'est juste, tu es un peu à poil. D'un coup, ils disent, bon, alors à Dieu dans tout ça, alors je suis plus. Alors ils m'embrayent tout de suite sa culpabilité. Puis je dis, mais nous, on a un remède extraordinaire, c'est la confession. Non, c'est le pardon. Il me dit, vous voulez parler de la confession? Je dis, oui, si vous voulez. Mais il me dit, mais c'est l'horreur, la confession, c'est fait pour augmenter la culpabilité. Je dis, oui, on vous a fait grandir là-dedans. C'est ça que vous avez raison de ne pas croire à ce qu'on vous a fait croire à ce moment-là, parce que c'est l'horreur du fait que tu as Dieu qui t'en rajoute une dose. Je dis, mais normalement, c'est structurellement l'inverse. Non, ça te libère définitivement, même s'il faut travailler au corps du point de vue du vécu, hein, mais progressivement de la culpabilité. C'est pour vous dire l'inconscient dans lequel on est là-dessus. Donc nous, on est esquinté quand même par la culpabilité pseudo-judéo-chrétienne, qui est en fait son inverse au judéo-christianisme, qui est une perversion pseudo-judéo-chrétienne, et qu'on nous a tous vendus pour du bon catholicisme. Voilà. Faut le savoir, ça. Alors, même les cathos, on se désintoxique depuis 50 ans, on n'a pas encore tout à fait réussi. Puis le Concile Vatican II, ça vient tout doucement à la force de stage, on s'y met. D'ailleurs, on a une année entière pour ça s'appelle l'année de la miséricorde, mais on n'est pas encore rendu. Hein. Parce que vous voyez, la culpabilité judéo-chrétienne réchauffée 16e, 19e siècle, c'est indestructible. C'est comme du Kevlar, ça ne fond pas, ça ne bouge pas. Non, mais c'est terrible ce truc-là. Et c'est pour ça que la seule chose qui le fait sauter, c'est autrui. Parce que lui, il me dit, mais t'es juste dans le délire, là. T'es un peu perdu, là. Non pas qu'il vous dise ce qu'il faut penser de vous-même, mais au moins, il voit que vous êtes paumé. Et c'est bien de se sentir perdu, parce qu'à la fin, vous voyez bien, c'est d'accepter que de vouloir tout évaluer, tout, savoir tout le temps si on est dans le bien, dans le mal. Non, ce qu'on a, de nouveau, c'est à chercher fragilement une espèce d'intelligence du bien. Le reste, bien sûr, quand objectivement ce que j'ai fait, ça fait du mal aux autres, je le reconnais. Passer son temps à vouloir agir de manière, comment on appelle ça, zéro défaut, qualité totale, transparence totale des actes, évaluation avec récompense à la fin, si on veut, c'est un peu infantile. Et en plus, c'est vain. Je ne suis pas en train de vous casser toute l'entreprise. Hein. Mais c'est vrai, même dans l'entreprise, il vaudrait bien mieux développer une intelligence un peu... des gens qui développent avec une espèce d'enthousiasme de fond une intelligence du bien, plutôt que plein d'outils de reporting, d'évaluation, qui vous coûtent un argent fou, et qui d'ailleurs fait que les gens c'est encore plus subtil la manière dont ils trichent. Enfin, vous voyez. Les gens sont là, mais ils sont sur Internet 1 heure par jour. Enfin, bon. Donc vous n'allez pas vous en sortir à vouloir fliquer les gens dans l'évaluation de s'ils ont bien fait comme c'était prévu. Le seul antidote, c'est la joie de faire du bien. Que ça t'éclate. Qu'en plus, ça peut être créatif. Bon, j'espère que tout ça ne vous a pas mis dans la culpabilité. La prochaine fois, je ne sais plus quel est le sujet. C'est marqué derrière. Non, c'est pas marqué. C'est le sport. C'est sur le risque. Ah oui, c'est sur le risque. C'est possible que ça soit sur le risque. Oui, ça c'est génial sur le risque.
On travaillera sur la peur, pas sur la culpabilité. Autre sentiment fondamental. Bien, dormez bien.